Pour comprendre ce que c'est qu'un mythe, il ne suffit pas d'écouter une histoire qui, en général, vous débite les événements les plus arbitraires, les séquences les plus extravagantes. Enfin, un mythe, ça vous raconte des choses qui n'ont ni queue ni tête, mais qu'il fallait traiter le mythe comme, disons, un observateur venu d'une planète lointaine quand toute l'humanité aurait disparu de la surface de la Terre, s'y prendrait pour essayer de comprendre pourquoi une partition musicale, une partition d'orchestre qu'il retrouverait dans nos bibliothèques, ne peut pas se lire de la même façon qu'un roman. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suivre les portées de gauche à droite et de haut en bas parce qu'on arrive à quelque chose qui n'a aucun sens. Il pourra comprendre quelque chose à sa partition qu'à partir du moment où il aura saisi que la partition se lit bien de gauche à droite, mais que toutes les portées qui sont superposées se lisent simultanément. Et que donc des événements qui, dans l'histoire racontée par le mythe, arrivent à des moments extrêmement éloignés les uns des autres, sont en réalité destinés à être superposés. C'est-à-dire non pas les mythes entre eux, mais les événements à l'intérieur d'un mythe. Ça, c'est un nouveau problème. Les événements à l'intérieur des mythes, certainement, et ensuite, quand vous avez déjà fait ce travail sur un mythe particulier, les mythes entre eux que vous pouvez superposer les uns aux autres. Pour autant que le mythe d'une population déterminée raconte ou essaye de résoudre, disons plutôt, le même problème que celui de la population voisine, mais il le fait par des moyens différents. Et si vous voulez chercher ce qu'il y a de commun entre le mythe de la population A et le mythe de la population B, il faut de nouveau les écrire l'un au-dessus de l'autre et rechercher quelles sont les colonnes verticales où les événements coïncident. Si vous prenez un cas très familier à un téléspectateur, enfin disons le mythe d'Édipe, je ne vais pas chercher un mythe américain parce qu'il faudrait le raconter et ce serait extrêmement loin, eh bien le fait que le père d'Édipe s'appelle Laios, qui veut dire boiteux, que son grand-père s'appelle Labdakos, qui veut dire qui marche de travers, qu'Édipe lui-même porte un nom qui signifie pied enflé, eh bien tout ça, c'est un seul et même sens. Et bien que ces indications vous soient données à des moments différents de l'histoire, vous ne pourrez arriver à comprendre que si vous faites glisser ces différentes séquences de telle façon que ces trois données s'alignent sur la même colonne verticale. Exactement comme dans une partition d'orchestre où la musique ne prend une signification, où elle ne devient elle-même, qu'à partir du moment où vous entendez en même temps ce qui est écrit dans une colonne verticale. Et vous n'arriveriez à rien si vous essayez de suivre, comme nous faisons quand nous écoutons un mythe, si vous essayez de suivre le déroulement des instruments portés après portés. C'est donc sur cette analogie très profonde, et dont je crois qu'on peut donner la raison, mais sur cette analogie très profonde entre pensée mythique et composition musicale, que reposent toutes mes analyses, et que j'ai essayé de la mettre en lumière en donnant à, non pas mes chapitres, parce que chapitres ça ne pouvait pas marcher, mais à mes différents morceaux, si vous voulez, qui composent le livre, des titres empruntés au vocabulaire musical comme fugue, sonate, symphonie, etc. et qui, je crois, correspondent à quelque chose de très réel et très profond.